Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast qui aime autant l'artisanat que ceux qui le pratiquent et qui, au gré de ces épisodes, parcourt les régions pour rencontrer des artisans passionnés et soucieux du travail bien fait. Et ça tombe bien, car c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans le bâtiment, il y a une frontière invisible pour certains, mais colossale pour d'autres, entre un travail satisfaisant et un travail parfait. Cette frontière, elle porte un nom, le détail. On dit souvent que le diable s'y cache, mais dans nos métiers, c'est surtout là que se cache la réputation d'un artisan. Un alignement de carrelage au millimètre, une transition invisible entre deux plaques de plâtre, une peinture sans aucune trace de reprise sous la lumière rasante d'un spot. Ce sont ces touches finales qui témoignent d'un savoir-faire avéré et souvent consécutif d'années d'expérience. Pourtant, courir après la perfection est un exercice d'équilibriste permanent. Comment concilier le temps nécessaire à la précision millimétrique avec des impératifs de rentabilité économique? Comment faire comprendre à un client le coût réel d'une finition haut de gamme? Bref, comment piloter un projet jusqu'au dernier détail? Eh bien, pour comprendre cette quête des zéro défaut, j'ai le plaisir d'accueillir autour de l'établi des professionnels qui, j'en suis sûre, sont confrontés quotidiennement à ces défis. Alors, honneur aux dames, messieurs, vous ne m'en voudrez pas. Bonjour Sandra Amerio. Et bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire où tu travailles, dans quelle commune et ce que tu fais comme activité? Alors, je travaille dans la commune de la Trinité, à côté de Nice. C'est une boutique de décoration de tous les produits de finition, papier peint, sol et peinture, ainsi que des enduits décoratifs. D'accord, et donc tous les matériaux, les matériels qui permettent leur application, Et j'imagine. voilà, il y a tous les accessoires qui vont avec, adaptés pour chaque finition. Ok, donc on en reparlera parce que je pense que tu as affaire à de nombreux artisans au quotidien. Et puis Oui. des fois, il faut jongler entre les demandes des archis, des ça. clients, les contraintes des artisans. Donc il faut toujours trouver le compromis. Tout à fait. À côté de toi, j'ai l'honneur de te présenter, mais tu le connais déjà. Oui. Steven Langella. Bonjour Steven. Bonjour, Alors tu travailles parfois avec Sandra et pour cause. Quel est ton métier? ça fait 18 ans que je suis dans le métier, dans D'accord. la peinture et rénovation. Ça fait 3 ou 4 ans que je connais Sandra, parce que je me fournis chez elle, D'accord. principalement. Et tu fais quel type de chantier? Je fais beaucoup de particuliers. C'est du bouche à oreille, donc c'est des petits chantiers, ça peut être un salon, une chambre ou l'appartement entier. D'accord. Et dans ton cursus de formation, est-ce que tu as toujours fait que de la peinture ou tu as touché à d'autres domaines? Et j'ai 33 ans et j'ai toujours fait ça, depuis mes 15 ans. Donc j'ai passé un BEP peinture finition à Nice et suivi d'un bac pro en 3 ans, aménagement, finition du bâtiment. C'est tout ce qui est placo, tout ce qui est revêtement, carrelage, sol, Oui, c'est placo. pas que du mural, ça peut être aussi du C'est sol, des choses exactement comme ça. c'est ça. D'accord, donc parquet, carrelage, tu as quand même des notions, même si c'est pas le gros de ton métier. C'est pas, ça devient le gros de mon métier puisque j'essaie de varier un peu les plaisirs. Donc, Ouais, et de prendre finalement des chantiers dans leur ensemble. Quand il y a une rénovation de pièces à faire, souvent, on va pas toucher que le mur, on va aussi parfois c'est toucher le exactement sol. ça. Au moins, je sais que c'est moi qui passe et j'ai aucun souci. D'accord, et tu es sur la Trinité également? Oui, Le nom de ton entreprise? c'est LS Design. Ok, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup. Et enfin, à côté, on a Sway Ladji, j'ai bien prononcé? Ouais, c'est parfait. Ah, il y avait un petit challenge. Donc toi, tu travailles au Brico Dépôt de Nice, qui est partenaire de la tournée. Et du coup, c'est chez toi qu'on fait étape aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans ton salon. Alors toi, ta mission ici, ça se passe comment? Alors, je suis manager commerce en charge du secteur pro. Donc, je suis à Brico Dépôt depuis 8 ans. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir justement devant notre beau magasin pour faire ce podcast. Mon métier est principalement axé sur l'accueil et l'accompagnement des clients pros. Donc, peu importe le secteur dans lequel ils travaillent, peu importe le chantier qu'ils ont à faire. Donc, notre métier, notre rôle, c'est de les accompagner de A à Z. Donc, du moment où ils viennent chez nous jusqu'au moment où ils partent satisfaits Qu'ils de chez nous. sachent à l'avance ce dont ils ont besoin ou pas pour leur fournir des conseils et trouver les solutions techniques parfois les plus Effectivement. appropriées. Ouais, effectivement, donc ça peut être plusieurs cas de figure où ils savent déjà ce qu'ils veulent ou des cas de figure où ils viennent pour se renseigner sur des projets. Donc notre rôle, c'est de les prendre en main et faire en sorte que ça se passe très très bien. Ça marche. Alors, Steven, tu en parlais tout à l'heure, la plupart de tes clients te connaissent via le bouche-à-oreille. C'est vraiment souvent la base de la réputation des artisans. Il y a une enquête opinion des Français et des artisans d'OpinionWay pour la MAF qui disait que 91% des particuliers déclarent que leur recommandation d'un artisan auprès de leurs proches dépend directement de la propreté finale du chantier et du soin apporté aux petits détails visuels.
toi, notamment en tant que peintre, parce que comme c'est une grosse partie de ton activité, je me doute que tu interviens même parfois après d'autres artisans et que même si des fois le chantier était laissé en bazar ou sale par les précédents, toi, J'enlève tout, je refais tout. Toi, tu es obligé quand même de... Voilà, tu es parfois le dernier qui intervient. C'est souvent sur toi que pèse toute la responsabilité du nettoyage d'un chantier, même si c'est pas toi qui l'as sali, j'imagine. J'arrive sur un chantier, il est sale, les bâches elles sont toutes trouées, je sais pas comment ils font. Parce qu'il y a les cailloux qui passent sous la bâche, je regarde l'état du sol à la fin, ça fait des fois peur. Donc moi j'arrive, je débâche tout, et je remets ma propre protection, pas n'importe laquelle. Parce qu'il y en a qui laissent des résidus de colle, etc. Donc j'ai mes protections, mes scotch, pour être sûr de ne pas laisser des résidus de colle à la fin du chantier. Et puis de ne pas être accusé peut-être des fois d'avoir maltraité un parquet qui était centenaire et qu'on voulait conserver, parce que c'est toi qui étais le dernier à passer, alors qu'en fait ça a été un dégât provoqué par des personnes avant toi. C'est pour ça que je débâche. Je préfère débâcher avant. Et au moins je nettoie le chantier, j'aspire. Et là on remarque si... Ce qu'il y a, tu fais un état des lieux avant de commencer exactement finalement. Ça, ouais. Et alors, surtout que parfois certains professionnels vont faire du bâchage, déjà c'est parfois bien parce que c'est pas toujours systématique, mais si on n'utilise pas les bons produits pour protéger le chantier, on peut faire plus de dégâts qu'il y en avait avant. Si tu prends une protection qui est prévue parce qu'il y a des protections qui vont avoir des degrés de résistance variables, mais aussi qui vont avoir des caractéristiques de dur et de pose différentes. Et tu as des protections, j'imagine que tu dois avoir beaucoup de références disponibles chez tes fournisseurs, mais on le sait qu'il y a des protections qui sont parfois un petit peu adhésives, mais qui ne doivent pas être, par exemple, laissées plus de 3 jours sur un parquet. Et ben, si tu le laisses 2 semaines, la colle va commencer à s'infiltrer dans le parquet, faire des gros dégâts. Est-ce que des fois, finalement, quand on veut penser à la finition, il faut déjà penser à la préparation et choisir les bonnes références? Mais c'est exactement le problème que j'ai déjà rencontré. Ça m'est arrivé 2 fois avec des bâches. Peu importe le revêtement, je l'ai fait sur du stratifié, sur du marbre. Ça m'a laissé ce résidu de colle. La première fois sur du stratifié, c'était chez un ami, heureusement. Donc c'est lui qui a nettoyé, avec de l'eau chaude et savonneuse. Et la deuxième fois, on a dû frotter le marbre à l'eau chaude, parce que tout le sol était jonché de colle. Ouais, et puis c'est poreux des matériaux comme ça, donc tu as des produits qui peuvent après s'incruster dedans et ça prend plus de temps à réparer, quoi. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, j'ai une bâche que je peux mettre partout, parce que ils en vendent selon les différents états. Si un sol vient d'être posé, elle peut être respirante aussi. C'est imperméable et perméable. C'est ça, si tu as une dalle qui a été posée, qui est en fin de séchage, tu as besoin que l'humidité puisse C'est s'échapper. exactement ça. Je peux pas enfermer et qu'il y a de la condensation qui se fait en dessous, que ça tache les joints. Parce que si la dalle elle vient de poser, que le carrelage vient d'être posé, le joint il a besoin de sécher correctement. Donc si je l'enferme et que ça crée de la condensation, bah, je risque d'aggraver la situation, de déteinter le joint final. Ouais. De la vigilance et de l'expérience. Ça m'est déjà arrivé, donc j'ai une bâche maintenant que je peux la mettre partout. Et même si je la paye 2 fois le prix, je m'en fiche. J'arrive, c'est le principal. C'est ta première étape. C'est exactement ça. Et le scotch surtout. Ouais, c'est vrai que des fois on utilise les mauvais produits parce qu'on a un défaut d'information ou parce qu'on ne s'est pas suffisamment documenté. Est-ce que y a une attention particulière qui va être portée quand on est dans des enseignes telles que Brico Dépôt sur vraiment la transparence de l'application pour éviter en fait la mauvaise utilisation? Parce que tu vas beau avoir une bâche qui va être de bonne qualité pour protéger ton sol, si tu fais tomber de la peinture et que tu as la peinture qui traverse la bâche, voilà, on va partir du principe que le produit est de mauvaise qualité alors que c'est pas forcément ça. Est-ce que vous mettez à disposition, par exemple, les fiches techniques des produits quand l'artisan veut vraiment s'assurer de la bonne utilisation du produit? Alors oui, effectivement, et je pense que l'exemple qui a été pris de la peinture, c'est vraiment le très très bon exemple, parce que la plupart des gens, et je parle particulier, peut-être même quelques professionnels, pensent que la peinture commence au premier coup de pinceau, alors que c'est complètement faux. La peinture, elle va commencer bien avant, donc c'est... Peut-être des fois, on va prendre plus de temps dans la préparation du support qu'on a à avoir ou dans la préparation de l'environnement qu'on va peindre que les coups de pinceau ou les coups de rouleau qu'on va passer dessus. D'où notre rôle, effectivement, d'accompagnement du client. Effectivement, on a des fiches techniques concernant les produits. Donc, avant de conseiller le client, on est là justement pour prendre le maximum d'infos, pour s'adapter justement à l'environnement de ce professionnel. Parce qu'on peut avoir on peut pas mettre une peinture normale sur un mur humide. On peut pas laisser un scotch collé sur du parquet plus de 2 semaines. C'est ça, il y a des rubans de masquage aussi. Il y a une diversité de rubans qui est assez folle. Exactement, ouais, effectivement. Et en fait, notre rôle, c'est de
prévenir justement de ce genre de cas et donc d'accompagner le professionnel sur l'achat des bons produits. Et puis c'est vrai qu'on pense souvent au peintre pour la finition, mais on devrait partir du principe à chaque fois qu'on est artisan qu'on devrait laisser un chantier propre et bien fini. On parle des petits joints acryliques, souvent les peintres, on en parlait avec Steven tout à l'heure, il préfère le faire lui-même, Steven, parce qu'il dit les joints lissés au pouce, là, ça va 5 minutes. C'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait partie de la carte de visite et puis de la satisfaction d'un travail bien fait, mais souvent c'est bâclé parce qu'il y a les enfants à aller chercher, le coup de téléphone, et puis parce que voilà, il y avait des imprévus sur le chantier qui ont fait que le planning est décalé. Sandra, toi, tu as déjà eu des fois des retours d'artisans qui se disaient ouais, là, le produit s'était pas bien passé, machin, mais en fait, c'était des défauts d'application, des défauts de patience et des défauts d'information. Tout à fait. Ça T'as arrive souvent. des exemples en tête de produits où t'as des retours négatifs, puis en fait, c'est pas le produit, c'est la personne. Le produit, c'est l'application, et c'est surtout si on n'a pas bloqué les fonds. Et ça, c'est la priorité, parce qu'il faut toujours regarder, sonder le support sur lequel on va poser nos enduits ou nos peintures. Donc, ça, c'est le b.a.-ba. Alors, je vais peut-être traduire pour les néophytes du bâtiment. Quand on parle de bloquer les fonds, c'est pas de l'argent à la banque. C'est vraiment le fait de partir d'un support, par exemple, qui va être enduit de plâtre. Eh ben, si on veut tout de suite mettre de la colle pour mettre du papier peint, je prends un exemple dans ton domaine, eh ben, cette colle-là va être directement imbibée telle une éponge par le support. Et donc, il va falloir mettre une espèce de couche, un film qui va faire une séparation entre le support et le produit qu'on va utiliser, de façon à ce que le produit il aille vers le matériau qu'on veut mettre, par exemple un papier peint, et qu'il ne soit pas tout simplement bu comme un sirop avec quelques glaçons par le mur sur lequel il est posé, quoi. C'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et c'est surtout lorsqu'on est en rénovation. Alors là, c'est justement les vieux plâtres. Alors les vieux plâtres, c'est la cata. Ça boit, quoi. Ah, ouais. C'est une catastrophe. Des fois, c'est déjà arrivé que l'enduit, on recouvre pratiquement toute la pièce avec le même enduit, et sur un support, il y a tout qui tombe. Le lendemain, on se réveille, il y a tout par terre. Tout par terre. T'as déjà eu ça ? Ah ouais, c'est déjà arrivé. Là, tu dis c'est un beau lundi matin là pour commencer. C'est déjà arrivé. Donc, c'est simplement le support. On n'a pas fait attention parce que c'était couvert de crépi. Et, le crépi tenait à l'époque, on l'a enlevé. Non, même pas, ils l'ont laissé. On avait remis un enduit dessus, mais c'est un enduit à la chaux, donc gorgé d'eau. Ça a détrempé le support, quoi. C'est ça. Ah, c'est terrible, ça. Justement, si je rebondis là-dessus, c'est qu'effectivement, quand on passe beaucoup de temps à préparer le support avant de poser la peinture, on évite justement tous ces soucis-là. À savoir qu'aujourd'hui, le particulier, il veut aller vite parce que poser une peinture, je regarde une vidéo TikTok ou peu importe sur quelle plateforme. Attends, tu es en train de nous dire, devant la France entière, que la vidéo TikTok de 16 secondes n'est pas suffisante ? Alors, je pense que 16 secondes, ça va dépendre du contenu, mais je pense que mes collègues professionnels, ils sauront de quoi je parle. Je pense qu'il n'y a pas que ce qu'on nous montre sur la vidéo. En fait, il y a toute une préparation avant, parce qu'avant de venir juste passer le rouleau, ce que Sandra disait, c'est que justement, pour pas se retrouver le lendemain avec un mur qui a été fait et qui est par terre, justement, il y a toute une préparation avant, une secouche à poser, la bonne secouche sur le bon support. Et donc, effectivement, moi, sur mon accompagnement avec les professionnels là-dessus, c'est qu'on évite ça en perdant plus de temps sur le choix des bons produits à poser sur les bons supports. Donc, ça va être un gain de temps, ça va être un gain d'argent et ça va surtout avoir un bon rendu fini pour le client. Steven, il y a beaucoup de gens qui se lancent justement grâce au réseau ou autres, ou pour des raisons financières, dans des petits bouts qu'ils conservent, par exemple des maisons qui sont montées de toutes pièces, qui sont bâties et laissées avec juste la peinture à terminer, parce que le couple qui a acheté ça, il se dit voilà, c'est un gros poste de dépense, et puis en vrai, le beau-père, il a une perche télescopique, il a des rouleaux, on va se garder la peinture, la célèbre citation, on va se garder la peinture. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'intervenir sur des chantiers où des gens vraiment pensaient en toute bonne foi avoir tout bien suivi et au final font appel à toi parce que non, en fait, c'est pas si bien que ça, on veut vraiment que ce soit mieux fait que ce qu'on croyait pouvoir faire. J'ai travaillé sur Bonson pour refaire une salle de bain, justement. Et les clients, ils avaient refait, justement, avec le beau-père et le mari, ils avaient refait la cage d'escalier. Donc moi, quand je rentre chez quelqu'un, je suis un radar, quoi. Et je lève la tête, je leur fais... Et le plafond, il y a un coup de rouleau qui manque. Parce qu'ils avaient fait en plus en satiné la cage d'escalier. Donc il y avait un coup de rouleau, Matt. Elle lève la tête, elle fait « Ah oui, c'est vrai, mince !» Et ça fait 1 an que le chantier est passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle m'a demandé un devis pour repeindre la cage d'escalier. Parce que ça lui...
Maintenant, elle se Maintenant, fixe là-dessus. ouais, Tant qu'on ne le voit pas. J'aurais jamais dû rien dire. Non, mais Ok. c'est vrai, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Après, en toute objectivité, je le disais un petit peu dans l'introduction, chacun n'a pas le même niveau d'appréciation de la qualité. Donc, quelqu'un va pouvoir être très satisfait, par exemple, de la peinture qu'il a fait, ou du plan de travail qu'il a posé, ou du parquet qu'il a posé, sans pour autant se rendre compte des défauts. Mais si je dois aussi repartir sur les parquets, le nombre de personnes qui vont faire des parquets, qui vont vraiment faire des coupes au millimètre le long des bords des murs, et puis le lendemain, le surlendemain ou un mois après, quand la saison va varier, que le chauffage va se mettre en route, où ils vont voir le parquet qui aura bombé au milieu de la pièce en se disant mais je comprends pas, tout était bien. Bah oui, mais en fait il y a des joints de dilatation à respecter sur les pourtours, avec des plaintes qui ne sont pas être collées au parquet pour que ça puisse dilater. Et ça, en vrai, l'esthétique peut des fois être la première source de satisfaction. Mais il n'y a pas que l'esthétique qui compte, il y a les préconisations d'utilisation, et notamment les fameux DTU qui préconisent les joints de dilatation, qui préconisent plein de pauses, ou qui prévoient aussi les marges de tolérance. Si par exemple on prend un parquet ou on prend un plan de travail ou des meubles, eh bien on sait que sur par exemple 3 mètres linéaires, on a droit à une tolérance de 2 mm sur faux aplomb, etc. Ça, Sandra, ça fait partie de ton rôle aussi, j'imagine, Oui. de bien conseiller Tout à fait. pour bien anticiper tout ça. Il faut que je pose des bonnes questions. Et de là, en fonction des réponses de mes clients, je vais pouvoir les orienter sur tel produit. Voilà, donc c'est mon quotidien. Et parfois, tu as aussi des retours peut-être de gens qui vont pas être satisfaits de la qualité, alors qu'en fait, la qualité, elle est vraiment dans les normes qui étaient prévues par le fabricant, clairement dans les notices des débuts. Tout à fait. C'est de là que, justement, en posant ces questions, on va voir ce qui s'est passé, pourquoi, et de là, on va leur apporter la solution. Ouais. Et surtout que j'imagine que tous n'ont pas les mêmes objectifs. Si toi, à un moment donné, tu as le client qui arrive, que tu as l'architecte aussi qui a un idéal dans sa réalisation, et puis après, tu as les contraintes liées à l'artisan qui dit, bah non, on peut pas vous mettre une douche en plein milieu alors qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau et d'évacuation. Faut parfois arriver à combiner tout ça. Et moi, j'ai envie quand même qu'on parle aussi des échantillons. Parce que quand on parle des finitions, c'est qu'on s'attend à avoir un idéal, une image qu'on s'était faite de la pièce, que ce soit son parquet, son sol, ses finitions d'interrupteurs, etc. On avait comme un idéal, parfois aidé par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai de plus en plus de clients, parce que je suis menuisière, qui me disent je veux ça. Oui. Ils ont pris une photo de leur maison, ils ont dit intègre-moi tel meuble dedans. Voilà le meuble qui est intégré dans la photo. Après, oui. C'est très chouette, mais c'est pas vraiment la réalité de ça. Donc toi, est-ce que tu conseilles quand même, parce que moi quand je fais des échantillons, je leur dis prenez l'échantillon, emmenez-le dans la pièce Tout à fait. où vous allez le poser. Pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est la lumière qui est très importante. Donc, on peut choisir une teinte dans la boutique. Et je préconise toujours d'emmener l'échantillon sur le chantier pour qu'on puisse voir si la couleur s'adapte bien à la pièce. Et puis pour voir aussi si elle s'adapte bien aux autres éléments de la pièce. Et ça, c'est en plus. Parce que bon, en général, quand ils partent, je sais que la pièce va aller, mais c'est juste la couleur qui me préoccupe plus. Ouais, et puis Et le rendu. Alors après, justement, il y a le choix de la matière. Donc le choix de la matière est très important pour moi puisque voilà, j'ai un large panel. Donc ça va quoi? Ça va d'éléments en bois, de la peinture, du parquet, des choses comme ça? Voilà, de tout. Alors après, moi, c'est plus dans la finition, on va dire murale, puisque il y a la chaux. Je vends aussi tout ce qui est badigeon, stucco, marmorino. Et là, il faut accompagner la personne parce que si on a l'artisan, donc tout va bien, on sait que l'artisan va maîtriser. Mais le particulier, lui, je veux ça. Mais ça, il ne sait pas le poser. Et puis c'est surtout qu'après, il faut aussi voir ça dans la pièce avec la bonne lumière, mais la lumière, elle change selon la journée. Donc quand tu prends un enduit qui va avoir un peu de relief sur le mur, en milieu de journée, ça va être très sympa. En fin de journée, tu auras une lumière rasante qui va te faire des ombres monumentales. Et puis il faut aussi avoir, j'imagine, j'ai en tête l'entretien, les contraintes liées à l'entretien de tout ça. Parce que la finition, on en parlait tout à l'heure, c'est notamment un chantier propre de la part du professionnel. Mais il faut aussi avoir des matières qui sont faciles à entretenir et compatibles avec l'usage qu'on en a. Tu vas pas mettre un enduit derrière une plaque de cuisson, par exemple. Non. Donc ça, c'est vraiment aussi le travail de conseil. Oui, c'est ça, le conseil. Et de préconisation. Et voilà, tout à fait. Donc il faut donner les inconvénients de chaque finition. Et de là, c'est le client qui va choisir s'il accepte ou pas ces contraintes-là. Oui, j'imagine bien. Dans les préparations de chantier, dans les finitions, moi j'ai déjà eu, j'ai toujours une pensée douce à lui quand j'en pense, mais j'ai déjà eu un client par exemple qui a passé tout le chantier à me regarder monter ma bibliothèque, et pendant ma pause déjeuner, il est resté dans sa maison.
Quand je suis revenue, il y avait un niveau à bulles qui était apparu dans la pièce parce qu'il avait vérifié l'aplomb, tout ça. Est-ce que l'essor un petit peu de tout ce qui est laser avec triple faisceau, télémètre, etc., ça aide les artisans, mais est-ce que c'est pas aussi un piège parce que ces produits-là, il faut penser à les faire vérifier de temps en temps. C'est pas parce qu'on a un niveau laser qui fait une belle ligne horizontale qu'elle est vraiment horizontale. Alors, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, c'est pas que le produit qu'il faut regarder, c'est l'utilisation du produit. Et quand on parle de niveau laser ou niveau à bulle, en fait, le niveau à bulle, ça reste basique, on le pose et puis je pense que tout le monde sait s'en servir. Maintenant, le niveau laser, c'est un peu plus compliqué que ça, je dirais. Donc, un artisan, un professionnel saura maîtriser le produit qu'il travaille avec parce que justement dans le souci qu'il va avoir de rendre un chantier propre, fini, bien comme il faut, alors qu'un particulier peut-être que dans la pose de son trépied pour mettre le sol n'est pas droit. Enfin, il y a vraiment plein de vérifications à faire avant et je rejoins le point où un niveau, il faut le vérifier notamment avant de commencer un chantier pour s'assurer que le rendu qu'il nous donne est bien parfait. Et j'irai même plus loin. Moi, j'ai déjà échangé avec des marques qui disaient qu'en fait, quand c'était pour les professionnels, il y avait des packs qui existaient où en fait, il y avait une vérification du calibrage qui était offerte au bout d'1 ou 2 ans. Et ça, c'est une vérification qui peut pas être trop faite à l'instinct par les artisans. Je crois que ça se fait dans une pièce qui fait 15 mètres de long où on met le faisceau dans tous les sens, on vérifie la portée du faisceau, la différence de niveau. Pareil, là, il y a une petite tolérance. Et on m'avait expliqué que justement, parfois, certains artisans de bonne foi pensaient avoir tout fait bien de niveau, tout bien d'aplomb. Après, il y avait des désordres qui apparaissaient sur les chantiers. Et malheureusement, leur responsabilité était engagée parce que quand bien même leurs instruments de mesure paraissaient précis, ils ne l'étaient pas. Et du coup, il y avait des décalages par rapport au plan qui leur avait été fourni. Donc, il faut vraiment être très vigilant parfois, quand bien même de toute bonne foi, on a l'impression que le matériel est en bon état. Toi, tu as déjà eu des soucis peut-être avec le transport, notamment d'avoir de l'outillage cassé qui t'empêchait de procéder, Steven, à ton chantier dans les conditions que tu souhaitais? C'est assez rare parce que j'ai le camion assez rangé. Heureusement, mais ça fait partie aussi de quelqu'un de soigneux. C'est comme ça que le client, quand tu arrives chez lui, il voit un Juge de camion la propre. qualité, effectivement. Mais je suis tout à fait d'accord. Et si je l'ouvre, c'est encore mieux pour lui parce qu'il voit comment c'est. C'est quand tu l'ouvres et qu'il y a le seau de 5 litres qui coule sur le parking du client. Ça m'est arrivé une fois, Oh là là, à mes 18 ans. Oh là là. Ça m'est arrivé une fois et j'étais dans un petit village et j'avais de la peinture partout. Mais ouais. Et ça, c'est Donc pénible. maintenant, c'est rouleau de scotch autour du pot de peinture, obligatoire. Faut savoir perdre du temps pour en gagner, comme on dit. Du temps et de l'argent, mais au moins, même s'il se renverse, il est scotché. Ouais, ça m'étonne pas. Et n'importe quel produit, je le scotche. Il y a pas de... Non, mais c'est une bonne il faut précaution. Le faire, obligatoire. Même s'il est neuf ou si c'est pincé, si c'est... Oui, des fois, tu peux avoir des problèmes avec l'emballage des produits, mais... Scotché parce que quand ils font la mise en teinte, ils ouvrent souvent il n'y a pas la petite capsule. Donc la mise en teinte, c'est quand tu vas chez ton fournisseur avec une teinte, il prend un pot blanc, il va mettre les pigments, faire le mélange à ta demande. Souvent il y a une capsule au-dessus qui sert à mélanger. Voilà, ils incorporent les pigments, mais souvent ils ouvrent le pot pour faire la lèche. La lèche, c'est ils font une vérification de la couleur, donc ils sont obligés d'ouvrir le pot. Il y en a qui mettent du scotch, il y en a qui le mettent pas. Mettez-le. Justement, tu nous parlais de ces fameux pots de peinture avec la couleur qui est faite à ta demande selon tes besoins. Comment tu fais? Parce que j'imagine aussi que tu peux avoir des problèmes. Le client qui dit, voyez, j'ai ce mur-là, là. Je veux que sur l'autre mur, vous me fassiez exactement la même couleur. Comment tu procèdes? Est-ce que tu prends un échantillon de la peinture sur place, tu l'emmènes chez ton fournisseur et c'est lui qui va trouver le bon râle, c'est ça, le bon code couleur? Ou est-ce qu'au contraire, tu as des instruments portatifs de colorimétrie qui te permettent de scanner sur place le pigment qui va être adapté? Ça fait quelques années que j'en entends parler, mais je l'ai vu que je n'ai pas été confronté à ce problème. J'ai pas encore investi à ce projet. Donc tu fais comment? T'as des j'ai des nuanciers. Des nuanciers. J'ai tout plein de nuanciers, j'en ai toujours dans ma sacoche d'ailleurs sur moi. D'accord. Après, si c'est une peinture qui a quelques années, elle a déjà vieilli, donc avec le soleil. Oui, tu peux pas te dire, je reprends exactement la référence fabricant, impossible. Parce qu'en fait, avec les UV, elle va avoir. C'est impossible. Même avec le test, j'en suis sûr que vu qu'elle a vieilli, on n'arrivera jamais à avoir la même teinte. Et selon aussi la finition demandée, mat, velours, ça donnera jamais la même teinte. Selon que tu peignes au pinceau, au rouleau, au pistolet, tu vas pas avoir le même rendu, le même. C'est exactement. Et la lumière ouais. aussi. C'est pour ça que j'essaye d'utiliser la même peinture pour les murs et les plinthes et les boiseries. Il y en a qui utilisent une différente peinture pour les murs et pour les boiseries, sauf que la peinture des boiseries, elle a tendance à vieillir, à jaunir. Donc moi, j'utilise de la laque
sur mes murs et sur les plinthes et les portes. Au moins, tout vieillit en même temps, ça reste blanc. Oui, parce qu'il faut quand même penser à comment ça va présenter dans quelques années, dans quelques mois. Parce qu'en fait, on en parle peu, mais tu peux avoir dans une pièce 4 murs peints de la même façon. S'il y en a un qui est exposé à la lumière derrière la fenêtre, tu vas 6 mois après pas avoir la même teinte. C'est exactement ça. Parce que si on peint les boiseries en glycéro blanc, si avec l'ombre, quand on éteint la lumière, etc., elles vont jaunir beaucoup plus vite. Donc moi, j'ai une laque à l'eau. Et au moins, tout jaunit pareil. Ça ne jaunit pas, en fait, l'acrylique. Donc, quand je retourne 3 ans après, c'est toujours aussi blanc. Ouais, et puis au moins, tu changes pas de trottoir quand tu vois le client dans la rue. Et c'est exactement ça. Et en plus, ça se nettoie beaucoup mieux. Parce que là, on a un problème, vraiment, c'est le côté lavable, lessivable qui vendent les gens. J'ai trouvé 0 peinture qui était vraiment parfaite. Qui est parfaite. La moindre coup d'éponge, ça lustre la peinture. Le mat lessivable ou lavable, il n'y en a aucun. Le mat en lumière rasante, il n'y en a aucun. Sur chaque chantier est différent, la lumière est différente. Et du coup, ça, tu le mets dans tes conditions générales de vente ou quand tu fais ta fin de chantier, est-ce que tu préviens par écrit le client c'est normal qu'il puisse y avoir telle modification à venir sur l'aspect de votre peinture ou autre. Tu essaies de te couvrir vis-à-vis de ça en disant oui, c'est lessivable, mais n'y allez pas avec un tampon Gex ou quoi que ce soit. Ça oui, parce que j'ai été confronté à ça avec une peinture, justement. On m'avait fait essayer un pot et je voulais utiliser notre peinture que celle-là. Et 1 mois après, on m'appelle, on me dit j'ai mis un petit coup d'éponge et j'ai enlevé la peinture. Pourtant, elle était censée être lessivable. Donc, je m'amuse tout le temps à changer de peinture pour essayer. Je fais confiance les peintures ont fait aussi des évolutions technologiques. Je veux dire, il y a des facilités d'application, des facilités de recouvrement aussi. Donc, les produits sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques années. C'est compliqué la peinture. Et en plus, je reviens à ce que tu me disais pour les conditions. Pas forcément, puisque chaque chantier est différent. Donc c'est moi qui m'adapte. Je vais voir des choses que les clients ne vont pas voir. Mais dans tous les cas, le chantier sera bien terminé. Bien sûr. Mais je pars du chantier, jamais satisfait à 100%. C'est horrible. C'est ça. J'ai toujours ce coup d'œil qui va sur... Ouais. Et tu sais, ça me fait penser, moi, quand j'ai passé mon CAP et menuiserie, j'avais un examinateur donc, du métier, un menuisier, qui m'avait un petit peu raconté que sur un très gros chantier, il avait une équipe dans son entreprise. Et en fait, c'était un chantier qui avait duré des jours et des jours et des jours et des jours. Et puis, à la fin, le client, il pensait que c'était terminé. Il fait non, on en a encore pour 2-3 jours. Et puis, cet examinateur avec ses gars, ils avaient passé 2-3 jours à faire des petites finitions. Et ça lui avait coûté du temps, de l'argent, de la mobilisation de véhicules, de personnel. Et donc, une fois le chantier terminé, il fait signer la fin de chantier au client. Et le client, il dit, franchement, vous auriez terminé il y a 3 jours, je ne voyais pas la différence. Mais le professionnel, lui, il savait qu'il y avait telle petite chose qui n'allait pas, le petit trou à reboucher, le machin. Et en fait, on peut parfois ne jamais être satisfait, mais il faut savoir se laisser une limite pour la viabilité de l'entreprise. Et surtout, les clients ne sont pas toujours prêts à apprécier la qualité qu'on a mis. Et parfois, ils voudraient vraiment haut niveau de finition, mais malgré tout, il y a des contraintes de délai et de budget. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est pas vraiment une perte de temps parce que ce qu'il vient de faire, du coup, les 2 jours qu'il a passé à finaliser les petites retouches qu'il y avait à faire ou juste les touches qu'il y avait à finaliser, je pense que, au regard du client, il a pris de l'estime et c'est un vrai professionnel qui pourra en parler très facilement autour de lui. Donc, c'est des clients potentiels qu'il pourra avoir et c'est aussi du gain de temps parce que le client, dans 1 an, 2 ans, quand il va se rendre compte justement qu'il y a une retouche à faire et qu'il va devoir rappeler l'artisan pour le faire revenir entre 2 chantiers. Donc, je pense que c'est très, très parfait ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Mais il faut toujours savoir quantifier le rapport bénéfice-risque, quoi. Bien sûr. Et surtout, on dit des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, des fois, on veut corriger un petit truc, puis en fait, on se rend compte qu'il y a un impact. Et le coût de la retouche, c'est vraiment une donnée qui est très importante pour l'artisan, mais surtout en tant que gestionnaire d'entreprise. Il y a une étude de rentabilité des TPE du second œuvre par la Fédération française du bâtiment qui dit que reprendre une finition mal exécutée en fin de chantier, donc ponçage, 2e couche locale, nettoyage des coulures, etc., coûte en moyenne 3 fois plus cher en temps et en consommable à l'entreprise que si les gestes avaient été exécutés parfaitement du premier coup. Donc, c'est vrai que tant qu'on peut le faire du premier coup, c'est bien, mais il faut savoir s'arrêter parfois parce qu'en fait, 2-3 journées de gaspillé quand il y a une équipe de 5 personnes, c'est un manque à gagner net qui ça chiffre rapidement. pas... Après, c'est aussi un gain de temps pour lui parce que le client, il va pas le voir à la fin de chantier, il va pas voir tous les détails. Mais quand il va commencer à y vivre dedans, il va voir des choses que l'artisan a déjà anticipées parce qu'il a l'œil. Donc lui, pour éviter de venir et justement perdre du temps, il préfère perdre les 2 jours parce qu'il a tout le matériel sur le chantier et faire ce qu'il y a à faire.
Alors, bon, on a parlé comme de la préparation des chantiers, du choix des matériaux, de l'adéquation du matériau au support. Une chose qui est très importante aussi, c'est la préparation du support, et notamment par exemple de fissures. Mais encore une fois, on a tendance à croire que les finitions, ça concerne les murs, le sol, mais pas que. Je veux dire, le plombier qui fait une soudure et qui laisse sa soudure dégoûtante, ou celui qui va tout bien nettoyer, avoir un cuivre propre, il va être tout autant concerné par la finition, ou celui qui fait une clim et qui fait en sorte de bien nettoyer après lui, ou de s'assurer que les filtres sont en bon état après son départ. Ça joue tout ça. Mais il y a un point commun à tous ces métiers, c'est le choix du bon outil pour faire ces préparations. Et c'est vrai que quand on pense à la peinture, où tout le monde se croit potentiellement un peintre, il faudrait aussi bien attirer l'attention des professionnels sur le fait qu'il y a des milliers de pinceaux et de rouleaux qui existent. Ah oui, tout à fait. Là, donc pour chaque peinture, justement, on a des pinceaux et des rouleaux adaptés pour chaque finition. Et là, c'est notre rôle de conseiller justement l'accessoire qui va aller avec la peinture. Au niveau des finitions aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accessoires. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des mastiques. Mastic, aujourd'hui, il y a des outils pour pouvoir faire cette finition nette lorsqu'on met le mastic. Attendez, excusez-moi, mais deuxième information importante du podcast, tu es en train de nous dire, Sandra, que le pouce mouillé avec de la salive n'est pas l'outil idéal pour faire un joint propre. Et non, aujourd'hui, non, il y a des accessoires. Mais on en apprend vraiment beaucoup. Oui. Aujourd'hui, il y a des accessoires. Oui, des petites spatules raquettes, en plastique, voilà, avec des embouts souples, avec des angles de différentes sortes. Ça vous laisse une finition nickel. Après, il y a aussi au niveau et puis ça évite, c'est tout bête, mais ça évite de se nettoyer le pouce sur le pantalon. Non, mais en fait, non, mais c'est ça. Après, moi, j'ai toujours ma petite éponge, j'ai mon seau d'eau sur roulette. À côté, ouais. J'ai mon éponge dans la main, humide. Ouais. Et chaque coup, tous les 1 mètre, j'essuie. Mais parce qu'en fait, la cale, c'est bien la cale, ça laisse propre. Sauf que le mastic, il se met pas sur il se met pas sur l'autre matériau. Et le principe d'un joint acrylique, il faut recouvrir le matériau pour éviter que ça fissure. Sinon, s'il fait juste là pour combler un trou, il sert pas à grand chose. Il faut qu'il soit sur le mur parce que et sur il y le en a meuble. qui peuvent se rétracter un petit peu. C'est exactement tout à ça. fait. Tout à l'heure, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau des couleurs. Justement, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, puisque au bout de 20 ans, j'en ai vu. Et justement, on m'a amené même de la poudre pour retrouver juste la couleur. Oui, un échantillon du mur qui était un peu gratté. C'était carrément du sable, quoi. Il n'y a plus du tout de morceaux. Et ben, il a fallu retrouver la couleur. Et donc là, voilà. t'as quoi? T'as des machines qui te permettent... C'est mes yeux. Ah, c'est vraiment du savoir-faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une bonne machine. Ouais, ça, c'est la bonne machine. Ouais, moi, j'ai travaillé avec des vieilles machines, donc ce qui m'a permis de comprendre les couleurs, c'est de voir couler la couleur, justement. Et de là, je savais très bien qu'en mettant un peu de ça, j'obtiens la couleur, quoi. Parce que si on fait le parallèle avec, par exemple, l'automobile, où parfois on doit refaire une portière qui a été un peu abîmée, repeindre, mais comme un petit peu disait Steven, la peinture d'origine, elle a pris les UV, elle s'est un peu dégradée. Eux, ils ont quand même des systèmes de machines qui vont pouvoir reconnaître facilement les pigments, et la machine, elle prend toute seule les échantillons de peinture pour faire le mélange. Et il te donne en plus toutes les peintures qui peuvent exister si c'est répertorié dans le laser. Bon, c'est un laser, tu mets sur ton mur et il va te donner telle référence avec telle marque. Et ça, j'imagine que des fois, les architectes qui sont prescripteurs et qui passent par toi ont déjà le code couleur qui va bien, et toi, après, c'est à toi de vérifier. Mais ça m'arrive souvent d'aller sur le chantier et d'aller rechercher la couleur. Et c'est là que... Parce qu'il y a l'idéal et puis il y a la réalité. L'architecte qui dit « Ah, j'adore cette marque de peinture et ce coloris-là, vous allez me le mettre. » Et toi, tu vas dire « Mais non, parce que votre support, justement, c'est de la vieille pierre, c'est une maison qui va être secondaire, qui va pas être chauffée l'hiver, etc. » Et donc, en fait, il y a le principe et il y a la réalité. Et parfois, il faut savoir jongler pour que ça soit pérenne et que dans 2 mois, 1 an, 6 ans, il n'y ait pas de problème lié à ça, quoi. Tout à fait. On en parlait un petit peu aussi tout à l'heure, mais la rénovation et le neuf, c'est quand même pas la même chose et ça n'a pas les mêmes contraintes. Et autant parfois on peut cacher des choses, autant parfois on ne le peut pas. On pense notamment à l'électricité, quand tu as des maisons anciennes où il faut refaire toute l'électricité. Et pour autant, il y a quand même un aspect technique et sécuritaire qui est impératif, mais on cherche quand même des choses un peu esthétiques. Est-ce que du coup maintenant, il y a quand même des évolutions, tu penses, toi, ça fait longtemps aussi que tu es dans le domaine, est-ce que tu as vu quand même du soin apporté par les fabricants pour proposer des choses à la fois fonctionnelles, mais aussi esthétiques dans les maisons?
Bien sûr, je pense que les outils évoluent d'année en année et même des fois dans la même année, on peut avoir plusieurs évolutions à apporter sur un même produit. Tu as un petit peu aussi excuse-moi de te couper, mais est-ce Bien que sûr. ça fait un peu comme dans la mode? Vous avez un peu des saisons, il y a des collections, des choses comme ça? Je pense aux interrupteurs ou autres. En fait, ça va dépendre du fabricant et ça va dépendre de la marque qu'on va vendre. En fait, il y a certaines marques qui vont procurer juste du basique mais super costaud, qui vont donc pour tout ce qui est rénovation, de la remise en propre sur certains appartements ou maisons. Et il y a d'autres fabricants qui vont innover, amener de nouvelles couleurs qui vont se marier avec les couleurs d'aujourd'hui, de la saisonnalité, du beige, du blanc cassé. Donc ça va vraiment dépendre aussi de ce que le client y recherche. Donc quand on sait ce qu'on cherche, on va se diriger vers la marque qui va proposer ce genre de produit. Nous, on travaille avec les deux, donc que ça soit du décoratif ou du basique costaud ou du basique. En fait, le particulier ou le professionnel va avoir le choix du produit, de sa qualité, du prix de revient. Et puis après, du coup, il y a des choses qui sont assorties entre l'interrupteur à la prise. Ah bien sûr, quand on est Ouais. sur une marque, sur une proposition, quand on parle d'électricité, on va avoir l'interrupteur, la prise qui va avec, on va avoir le câble, le support USB, on va avoir la sortie de câble qui va marier la prise qui va être dans la salle de bain, on va avoir le luminaire qui va être de la même couleur que, bien évidemment, il propose des Et ça, c'est intéressant parce que des collections. fois, ça te permet aussi d'apporter une finition, un renouveau dans la pièce sans avoir besoin de tout changer. Je pense aux interrupteurs, par exemple, où vous proposez des choses clipsables pour en fait changer totalement l'apparence de l'interrupteur sans pour autant avoir besoin de tout transformer, tout démonter. Là, tu n'as même pas besoin d'être électricien, tu déclipses, tu remets et tu as une Exactement. finition qui est plutôt sympa, quoi. Tout à fait. Et quand on parle justement d'évolution de produits, les boîtes d'encastrement, on passe de des boîtes à visser ou des boîtes carrées qui sont difficiles à rentrer ou difficiles à sortir, bien évidemment, à des boîtes qui sont beaucoup plus simples à poser, où on vient juste, comme tu disais, venir clipser, Ouais, sans enlever avoir besoin de l'ancien, compétences clipser. particulières. Exactement. En Alors, sécurité. Alors, Steven, quand on pense au peintre, on voit toujours, en tout cas pour ceux qui sont soucieux du travail bien fait, on imagine toujours le peintre un peu dans la pénombre, qui vient de finir son chantier, qui met un petit spot le long du mur pour vérifier si à la lumière rasante, tout avait été bien poncé. Après, il va refaire pareil pour vérifier qu'il n'y a pas de faux raccords, de Je choses comme travaille dans le ça. noir. C'est ça. Je travaille dans le noir, les stores baissés. Quand il fait canicule, Ouais. c'est pas plus mal. Mais ça, c'est la réalité. Je travaille dans le noir. Et du coup, tu essaies de faire toute la préparation du mur. Tu viens pas juste à la fin, quoi. Non, Pour pas avoir de non. mauvaise surprise. En fait, ce que je conseille aux clients, c'est un enduisage. Un ratissage, ça sert à rien puisque c'est. Alors, le ratissage traduit aussi. Le ratissage, c'est le fait de mettre un enduit sur tout le mur pour refaire une couche C'est uniforme. un surfaçage, c'est vraiment racler le couteau. Un enduisage, c'est un peu plus garni. Donc D'accord. il y a un peu plus d'épaisseur, on peut un peu plus rattraper les Donc défauts. ça, c'est par exemple quand on a un mur qui a été punaisé dans la chambre d'ado pendant des mois, qui est un peu sale. Voilà, on ponce, on fait un enduisage ou un ratissage, et du coup, on a une surface, comme en parlait tout à l'heure Sandra, qui va être nickel pour accueillir soit de la peinture, soit du papier peint, peu importe quoi. Le ratissage, ça vient juste lécher. Gommer les défauts C'est ça, superficiels. c'est exactement ça. Ça rebouche, mais ça vient juste racler. C'est vraiment millimétrique. Hein. Mm. Alors qu'un enduisage, On garnit plus. on garnit un peu plus, on peut charger là où on voit les bosses. Après, même dans le neuf, c'est-à-dire le neuf, c'est du placo, etc. J'arrive, c'est de la rénovation. Parce que même le placo, il n'est pas droit. Mais c'est sûr, parce que de toute façon, quand tu poses tes plaques de plâtre, tu vas faire des bandes, tu vas faire des raccords, et ça va créer une petite surépaisseur. C'est exactement Donc, ça. Même, donc, moi, je préconise déjà d'enduire le placo. Parce qu'il y a une différence d'absorption entre les bandes à joints et le carton de la plaque. mhm. On parlait du primaire de la porosité tout à l'heure. Mm. Donc, si on met notre sous-couche sur le B13 directement, on va avoir une différence de texture entre les bandes à joints et la plaque cartonnée. Mm. Donc Et, tu leur mets une surface uniforme C'est partout. exactement ça. Au moins, au ponçage et à l'application de la peinture, j'ai le même poché. Et surtout, du coup, après, avec ta lumière rasante, tu vérifies que tu n'as pas laissé une petite surépaisseur, un petit brûlé qui, comme ça, en face, avec la lumière qui est dans ton dos, ne se voit pas. Après, c'est le ponçage avec la lumière rasante. C'est pour ça que tu as des ponceuses avec des lumières intégrées, d'ailleurs. Celle-là, je la déteste. Ah ouais. Je l'ai eu, mais je l'ai acheté quand elle n'était pas encore au point. Elle creusait le support vu que j'utilise un enduit qui est vraiment Très, qui ponce très fin. très bien. Mm. Ça rentrait dans le support. Et de là, j'en suis séparé. Il y a une rupture amiable. Si j'enduis pour qu'au final, c'est pas au point et que ça rentre dans Bien le support,
J'ai toujours Mais on en parlait, hein, ma vieille l'outillage, girafe. il est Super capital. important, oui. Si tu es plus à l'aise et plus efficace avec une girafe et puis un spot traditionnel, voilà quoi. Traditionnel, j'ai un spot d'une grande marque quand même, Mm. qui monte, qui rase. Qui est télescopique Voilà, et tout ça, ouais. c'est exactement ça. Je connais pas de mur 100% droit, sans bosse, ça n'existe Mm. pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'essor quand même depuis 10-15 ans des petits spots encastrables. Ces spots-là, du coup, qui offrent une lumière rasante, des fois, ils peuvent faire de mauvaises surprises. C'est-à-dire que le sol est fini, la Oui, la bien peinture sûr, est c'est finie, trop tard. et au final, tu mets ton petit spot encastré et là, tu vois le super défaut, quoi. Donc, toi, tu as déjà eu des remarques liées à ça, de clients qui disaient, ah, finalement, voilà, on a tout installé, on a mis les spots, c'est dégueulasse pour faire le mur. Non, ça m'est jamais arrivé parce que je finis mes plafonds. Je demande à l'électricien de mettre ses spots. Au moins, je finis sur un mur déjà éclairé. Que s'il vient à la fin, il met ses spots et qu'il allume la lumière. Même avec ma lumière rasante, ça sera jamais la même lumière. Donc, parce que moi, j'ai une lumière blanche. Oui, il y a des chaudes, Voilà. froides. Et en fait, ça dépend de la lumière. Donc, moi, je dis à l'électricien, mets tes spots. Je finis mon mur. Je lui enlève ses appareillages. Même, il vient mettre ses appareillages. C'est moi qui enlève tout pour enduire. Parce que j'enduis pas avec... en laissant les appareillages. L'appareillage, c'est ce qu'on va mettre Oui. le cache freeze. Mm. Parce que si je fais pas un ratissage, je fais un endusage, la plupart du temps, si je laisse l'appareillage, je vais créer une épaisseur. Et après, vous Ça pouvez plus. rentrera pas, ça Donc va être moi, gonflé. j'enlève, même si c'est pour moi que je le fais. Hein. Et pour le client, hein, je vais pas dire à l'électricien, reviens enlever ça. Non, je le fais parce que Ouais. Alors, je sais qu'il faut le faire. c'est vrai que quand on parle aussi des échanges avec les autres professionnels, il y a toujours ce côté en fait état de chantier dont on a parlé. C'est vrai qu'on commence par ça, il faut commencer par un chantier propre, terminer par un chantier propre. Mais tout comme on a besoin des bons matériaux, des bons outils pour mettre en œuvre ces matériaux-là, on a aussi besoin des bons outils pour, j'y pense tout le temps, mais aspirer le chantier. On a vu, hein, les défauts de propreté, ça fait partie des vices qui peuvent des fois faire des réserves sur des fins de chantier. Mais parfois, l'équipement, il n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que quand on sait qu'on doit poncer du plâtre ou quand on doit poncer du bois, eh ben, il faut des classes d'aspiration qui soient adaptées. Et ça aide manifestement quand on a des bons appareils de nettoyage, mais aussi de protection individuelle, masque, casque, etc. Si tu pars et que ça paraît propre, mais que 2 heures après, tu as toute la petite poussière qui tombe commence à sur le tomber. sol, mais le client, il va te rappeler manifestement. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, plus mon collègue à côté, Steven plutôt, mais effectivement, donc au-delà de la préparation, au-delà de la peinture, au-delà de l'application, on conseille à nos professionnels de se protéger. On a des masques, on a des petites tenues, on a tout ce qui va avec. Donc, se protéger, c'est super important puisque c'est ce qui va permettre justement par la suite de donner cette assurance au client à l'arrivée. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé et c'est quelqu'un qui va prendre soin de mon appartement ou de mon domicile. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on propose et où on accompagne nos professionnels là-dedans aussi. Et puis, alors, une chose assez originale que j'ai découverte, parce qu'en préparation de l'émission, je pensais vraiment pas que c'était à ce point-là, mais il y a le syndrome du coup de balai manqué. Vous connaissez ça ? Non, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Il paraît, alors ça c'est une donnée des expertises d'assurance construction de France Assureur, donc ils connaissent bien leur métier, tout ce qui est litige, on leur fait confiance. Il paraît qu'un litige sur 10 en fin de chantier concerne des micro-dégradations causées lors du nettoyage final. Donc rayures sur les vitres neuves à cause d'un grattoir inadapté, traces de ciment incrustées sur les robinetteries, ou même, on y pense, hein, moi je vois ça, quand on part avec le fameux gros aspirateur qui a la bonne classe d'aspiration, dans la cage d'escalier, paf, le petit coup, quoi. Ça, Sandra, est-ce qu'il y a aussi des propositions au niveau des fournisseurs pour vraiment avoir la petite raclette qui va bien, la petite éponge adaptée? Tout, hein. Il y a vraiment tous les raclettes pour les vitres. Il y a, donc ça, par exemple, le peintre qui veut peindre et qui ne veut pas s'embêter à faire du masquage, tout ça, il peut peindre sur ses vitres et puis il y a des raclettes exprès pour racler le verre, par exemple? Ça, tout à fait. Donc, c'est des petits couteaux et hop, et ça racle. Des petits grattoirs. Des grattoirs. Il y a même pour le sol, hein, quand tu dois enlever le tapis, la moquette avec la colle, tu as le... Oui, Je me permets. Protéger votre chantier. Protéger votre chantier. Ça fait partie de la préparation. Film de dépliant sur les fenêtres. Ça fait partie de la préparation. Bâche antidérapante au sol. Ça, c'est le Vous B.A.B.A. bâchez tout ce qu'il faut bâcher. Même si mais bon, il y en a qui veulent pas. Hein. Il y en a qui veulent pas se prendre la tête. Oui, hein. mais après, ils sont là avec le grattoir. Et c'est ça, on revient toujours sur le même... C'est le sujet, hein, effectivement. Donc, en fait, je pense que si on perd du temps sur la préparation en bâchant tout, on gagnera du temps à la fin. Et justement, on va éviter le coup de balai manqué. Mais on va peut-être finir. Il y a eu des histoires avec ça, hein, à l'heure. C'est obligatoire. On va peut-être finir sur ça parce que c'est vrai qu'il paraît, là aussi, analyse de la CAPEB, analyse de productivité sur chantier, que dans une journée de travail d'un peintre de finition ou d'un carreleur haut de gamme, le temps
consacrée exclusivement au détail. Masquage minutieux, découpe, finition d'angle représentent entre 30 et 45% du temps global passé sur le chantier. Est-ce que tu es d'accord avec cette statistique, toi? Tu penses qu'un tiers de ton temps, c'est préparation avant, finalisation après? Je pense qu'en carrelage et en peinture. En fait, ça va dépendre aussi de la taille de ton chantier. Si tu as juste une pièce, le temps de préparation va être plus important que si tu as toute une maison, peut-être. Moi, j'ai que des petites salles de bain, des petites pièces, donc c'est pas des gros chantiers. Mais dans une salle de bain, quand on arrive sur le chantier, là j'ai un client, il savait même pas qu'il fallait mettre une membrane d'étanchéité sous carrelage. Ouais. Donc il me dit, je savais pas que il fallait mettre ça sous le carrelage, etc. Mais avant la membrane, il faut mettre un primaire. Parce que il faut bloquer Primaire le support. d'accroche, oui. Donc il y a plein de trucs à voir et que le client voit pas. Donc en fait, il y a et la préparation du chantier et l'éducation du client, la pédagogie. C'est ça. Mais bon, aujourd'hui, on a des outils que le client, il pense savoir tout, mais maîtriser, ouais. voilà, Mais encore une fois, on la TikTok, connaît, hein. il vous l'a dit, TikTok ne suffit pas. Et ben, en tout cas, merci à vous trois pour vos retours d'expérience sur les finitions. Merci à Nous vous. aussi, on va essayer de finir en beauté. Et d'ailleurs, on va encourager tous nos auditeurs à s'abonner à ce podcast. Comme ça, ils pourront retrouver tous les épisodes précédents et puis ne pas manquer les prochains. N'hésitez pas aussi à vous abonner autour de la table. Bien Tout sûr. à fait. Bien Bien sûr. sûr, des C'est fait bons élèves. Ce sera vérifié. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la tournée des meilleurs artisans de France et notamment sur le podcast. Bye bye. Eh ben, merci. Merci. Au revoir.